La soirée de ce soir, les trois thèmes sont différents et en même temps avec des correspondances, puisque eh bien, le thème passion est N-car. Certains viennent de parcourir la métropole à bord de voitures anciennes. Avec le mot passion, il y a également la passion sans doute du chemin de Compostelle, avec Audrey Ferraro, qui a écrit un amour de Camino, un amour de chemin, qui pourrait être une passion de chemin, et dans un sens sans doute plus religieux, le chemin peut-être de la passion, ou le chemin d'une passion. Et puis Gilles Guillon, que tout le monde connaît, qui vient de sortir la Bible des Estaminets. C'est le 4e opus sur les Estaminets. Dans une autre vie, Gilles a aussi été journaliste automobile et partage sans doute la passion également des belles voitures. Et puis tout ça concerne aussi sans doute un temps de vacances. On est le 1er juillet. Vacances avec un S pour les belles voitures, pour les estaminets, et peut-être un temps de vacances sans S quand on arrive au bout du chemin de Compostelle. On va commencer avec Audrey, même si on pourra débattre ensemble, on va commencer peut-être avec le roman d'Audrey Ferraro, Un amour de Camino. Audrey qui a été correspondante pour la Voix du Nord au niveau du service des sports, qui est une passionnée de cyclisme, qui a notamment également produit un documentaire, je crois, sur la VC-Roubaix. En fait, c'est mon premier livre, sur le club de Roubaix. Voilà, c'est ça. Et qui est communicante, adhérente du club de la presse, et qui a fait le chemin de Compostelle il y a 15 ans, je crois. 10 ans. Et qui, 10 ans ensuite, a écrit un roman, Un amour de Camino, qui n'est pas un témoignage. C'est un roman de fiction, même si ça s'appuie effectivement sur l'expérience vécue, sur le chemin qui a été fait de A à Z. C'est une fiction, une autofiction peut-être, je ne sais pas quelle est la part de réalité. C'est pas mal ça. Avec deux personnages qu'on suit tout au long du chemin, qui s'appellent Esther et Franck, et qui vont découvrir le chemin, mais qui vont aussi se découvrir, qui vont découvrir l'amour qu'ils partagent, et avec une fin assez étonnante, que je ne révélerai pas, parce qu'effectivement, la fin, il y a une espèce de basculement qui est intéressant, qui, à mon avis, fait un peu la réussite du livre. On va peut-être un peu commencer par la question qui fâche. Comme ça, elle sera évacuée, notamment parce qu'on a un éditeur avec nous qui est Gilles Guillon, qui a été éditeur auprès de Ravairanceau, qui a créé les fameux Polars en or, qui aujourd'hui a créé sa propre maison d'édition, Pôle Nord. Est-ce que personnellement, vous avez été satisfait de ce qu'on appelle une édition plutôt à compte d'auteur par Public Book, avec le recul? Alors c'est vrai que moi j'ai découvert le monde de l'édition il y a une dizaine d'années, lorsque j'allais sur le salon du livre, notamment à Paris, et quand j'ai commencé à faire des contacts auprès des éditeurs, car j'avais déjà le projet de publier mon premier livre sur le cyclisme. Et effectivement, Public Book était l'un des précurseurs, des éditeurs précurseurs, qui alliait à la fois le numérique et la version papier. Et donc c'était quelque chose qui me plaisait dans le sens où il y a un côté intemporel de la chose, et il n'y a pas de gaspillage avec une première édition, une deuxième édition. En fait, c'est imprimé à la demande. Donc effectivement, il y a un stock de départ, mais ensuite, par exemple, mon premier ouvrage, les gens, quand ils demandent 10 ans après, ils réimpriment, ils l'envoient, et dans 15 jours après, le client le reçoit. Donc c'était ce côté-là qui m'intéressait. Ensuite, effectivement, quand ils ont débuté, ils ont fait surtout des comptes d'auteurs, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas de clients, puis il fallait qu'ils se fassent connaître. Mais maintenant, depuis environ 5 années, ils font ce qu'on appelle aussi les comptes d'éditeurs. Et
ils font seulement les comptes d'éditeurs quand ils ont un coup de cœur. Et ce livre est un coup de cœur, donc j'en suis ravie. D'accord. Si c'est à refaire, vous republiez. Ah oui, tout à fait. Au niveau de la distribution, pareil, vous avez été. La distribution, effectivement, on a une grande part de responsabilité, mais je suis communicante, donc c'est aussi à moi de le vendre. Mais par contre, on a aussi une grande liberté. Par exemple, la couverture de l'ouvrage, c'est une de mes photos. Tandis qu'un grand éditeur ne vous donne pas cette possibilité de liberté. Et pour moi, c'est un livre, c'est quand même comme un bébé, quoi. Et je voulais vraiment que la couverture reflète l'intérieur du livre. Une question peut-être indiscrète. Vous avez payé pour ce livre? Non, parce que c'est un compte d'éditeur. D'accord. Je crois que c'est effectivement, et je pense qu'effectivement c'est la bonne démarche. Souvent au niveau du club de la presse, on a parfois le problème, effectivement. Et je crois effectivement que le compte d'auteur n'est pas une bonne solution. Il y a toujours un vrai travail de l'éditeur, le regard d'un éditeur. Il y a eu un comité de lecture, et puis il y a eu des corrections, et d'accord. Très bien. Par rapport à ce projet, vous l'avez porté de quelle manière? Rester 10 ans avec cette histoire en vous, comment ça s'est joué 10 ans plus tard? Comment c'est revenu 10 ans plus tard? En fait, je pense que ça m'a jamais quitté. Quand j'ai fait le chemin de Compostelle en 2001, j'ai découvert une aventure extraordinaire au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'une randonnée, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'un pèlerinage. Et au-delà de l'aspect religieux qui n'était pas du tout ma démarche au départ et même actuelle, j'ai découvert vraiment quelque chose qui m'a fait réfléchir sur moi-même. Donc étant donné que mon moyen d'expression est l'écriture, comme vous le disiez juste avant, j'étais correspondante à La Voix du Nord et La Voix des Sports, machinalement j'écrivais journellement mon journal de bord. Et ce journal de bord, je l'ai laissé de côté, et puis la vie a repris son cours. Des questionnements sont venus, le chemin de Compostelle m'a nourri par rapport aux questionnements de la vie. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas remettre sur ordinateur mes notes pour en conserver vraiment un lien intemporel et pour ne pas perdre ce carnet et cette richesse. Et puis au fur et à mesure que j'écrivais mes notes, je me rendais compte que j'écrivais plus que ce qu'il y avait dans mon carnet. Et ce jeu me dérangeait parce que je ne voulais pas en faire un témoignage. Et finalement, ce carnet de notes que je voulais retranscrire s'est transformé en idée de roman. Et des personnages sont venus s'inviter dans mon écriture. Donc vous êtes passé du jeu au il. Au il et au elle. C'est ça. Avec ces deux personnages, Esther et Franck, ces deux personnages se sont imposés tout de suite à vous En fait, Esther, c'est un peu moi, surtout moi. De toute façon, l'intrigue commence au Furet du Nord à Lille. Et puis, avec l'achat d'un livre de Paulo Coelho. Paulo Coelho qui avait fait le chemin de Compostelle. Et qui avait écrit d'ailleurs l'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires. Exactement. Pour reprendre votre expression du début. Et ça me donnait un petit peu l'envie de dire, finalement, l'aventure est à portée de tous. Et quand on est étudiante, quand on vient de finir ses études, on a envie de prendre son sac et un peu goûter à l'aventure. Et sortir son nez de ses cahiers. Donc c'était un petit peu cette démarche à la base. Pour vous, c'était aussi un passage quelque part dans la vie adulte? Enfin, c'était un rite de passage? Il y avait quelque chose de cet ordre-là? Avec le recul, je pense que je le vois comme ça. Bon, au début, non, c'était prendre mon sac et partir. Mais je pense qu'après, je l'ai ressenti comme un rite de passage, comme le service militaire pour certains. D'ailleurs, je suis passée par la case militaire après. Est-ce que le chemin vous a changé? Oui. Alors, avant, après, on ne sait pas. Mais c'est avec le recul qu'on l'apprend, parce que finalement, on revient de là. Déjà, il faut savoir revenir. C'est vrai que ce chemin, quand on marche 34 jours sur un chemin et qu'on quitte un petit peu les sentiers battus de la vie ordinaire, ça nous fait un peu bizarre. Donc, effectivement, quand on revient, on est perturbé, on se pose des questions, on se dit, mais où sont véritablement l'importance de la vie? Et même si on n'a pas forcément les réponses, parce que ce n'est pas forcément le but premier, on a un questionnement qui nous nourrit au cours des années, au cours des mois. Et quand on a une épreuve de la vie qui s'impose à nous, bien, le chemin de Compostelle finalement se rappelle à nous. Donc, j'ai eu des réponses à mes questions et je pense qu'effectivement, pour répondre à votre question, j'ai eu la chance de faire le chemin tôt dans ma vie, parce que généralement il faut avoir du temps. On attend quelquefois la retraite pour pouvoir partir, parce qu'on n'a pas la notion de dans 3 semaines je reprends le boulot, ou alors je dois faire absolument autant de kilomètres pour avancer. Là, je m'étais donné un temps pour moi, un temps pour réfléchir et peut-être voir ce qui se passait par la suite après. Alors c'est assez drôle parce que c'est tout à fait hasard. J'ai lu le fameux Jean-Christophe Ruffin qui vient de sortir, Immortelle randonnée.
qui avec encore en sous-titre Compostelle malgré moi. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se ressemblent. Il y a déjà le découpage qui se ressemble, c'est-à-dire étape par étape, et c'est vrai que ça fait une espèce de scénario, une construction qui est agréable à lire. Jean-Christophe Ruffin a ça, et puis il y a des problèmes récurrents, très, très concrets, très matériels qui reviennent. Par exemple, on dort mal la nuit parce qu'il y a des ressorts qui grincent, parce qu'il y a des ronflements, il y a des bruits du corps peut-être encore plus étranges parfois. Il y a les pieds qui sont très 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 importants. On apprend à les connaître. Hein, on apprend à les connaître. Ça c'est très présent, les pieds et les ampoules et les blessures sont extrêmement présentes. Et chez Jean-Christophe Ruffin également. Vous l'avez lu, le Immortel Randonnée? Je suis en cours de lecture. Et quelle est votre approche de ce qu'a fait Jean-Christophe Ruffin? Alors pour l'instant, j'ai pas encore un recul total pour pouvoir en parler, mais c'est vrai que je l'ai écouté quand il était en témoignage sur Europe 1 et RTL, et je m'entendais parler. Voilà, à toute proportion gardée, je ne compare pas à un académicien. Mais je veux dire, le langage qu'il employait, les mots qu'il employait, la fascination qu'il avait autour du chemin, je me dis, tiens, on a perçu la même chose. Il y a des correspondances, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Peut-être qu'effectivement, chez Jean-Christophe Ruffin, il y a peut-être plus d'humour, peut-être, dans l'écriture. Il y a une espèce. Il se moque parfois, même du côté un peu spirituel, un peu du chemin. Il est peut-être un petit peu plus décalé. Le personnage de Franck. Il interpelle, il existe vraiment ce personnage. Faudrait lui demander. Alors je vais faire une boutade. Est-ce qu'il existe dans ma tête ou en réel? En réel, dans votre tête. Mais la fin, justement, ne permet pas de répondre à cette question. Ouais, tout à Donc fait. je laisserai le mystère. Par rapport à de manière très concrète, ça prend combien de temps? Ça nécessite quel budget? Concrètement, comment les choses s'organisent-elles? Et quels sont les conseils que vous donneriez? Alors les conseils, je peux les donner maintenant parce que j'ai fait toutes mes erreurs. Hein. Ouais. Mais avant, même la veille de partir, les conseils, je me les faisais à moi-même parce qu'en fait, je suis partie exactement comme il fallait pas, c'est-à-dire non préparée, avec des chaussures qui faisaient exactement ma taille, donc quand le pied gonflé, on voit ce que ça peut donner. Bien sûr, un sac trop lourd, mal ajusté, trop, 17 kilos. Ça, c'était trop. Ah oui, c'est largement trop. Normalement, il faut... L'idéal, c'est sans rien, mais oui, on va dire normalement, 7 kilos. 7 kilos, normalement, un bon randonneur avec l'expérience sait qu'il a besoin de rien. D'ailleurs, j'ai gradé mes affaires dans les refuges. Je pense que ceux qui me suivaient étaient ravis. Mais en fait, l'idéal, c'est 7-8 kilos, prendre une paire de chaussures, de bonnes paires de chaussures avec une protection au niveau des chevilles, une pointure au-dessus, et puis pas trop se charger parce que finalement on a besoin de rien. Donc c'est bête à dire, on a besoin de rien, un change pour le lendemain, de quoi dormir, de quoi se soigner ses ampoules quand même, ça a une petite rose de pharmacie, une gourde souple parce qu'il faut bien s'hydrater pour éviter effectivement les tendinites. Et puis après, moi j'avais un guide comme on en vend justement au Furet, et puis pour avoir une base, une direction, même si je sais que c'était Compostelle et qu'il faut avancer par là, mais de toute façon le chemin est très bien balisé, donc c'est pas ça qui vous effraie, même si vous vous perdez. D'ailleurs c'est parce que vous devez vous perdre, ça vous le savez après seulement. Et puis vous êtes toujours un pèlerin ou un local qui vous remet sur le droit chemin. Vous avez fait combien de kilomètres? 800. Sans aucune expérience. En combien de temps? En 34 jours. En 34 jours. Sachant que quand j'avais une tendinite ou des ampoules, je pouvais faire 4 km. Et puis quand ça allait très bien, je pouvais même faire double étape, ce qu'il ne faut jamais faire. Mais bon, à 2 reprises, je n'ai pas eu le choix parce que le refuge était fermé. Donc, vous n'avez pas pris de temps de sac de couchage? Non. Ah si, un sac de couchage, oui, vaut mieux pour les refuges. Mais la tente, non. C'est l'insouciance des 25 ans. Et puis, on trouve toujours un refuge sur le chemin. Oui, le chemin de Compostelle de toute façon est très bien balisé, et même si les étapes, on va dire traditionnelles, sont indiquées par le guide comme vous trouvez facilement, moi j'essayais justement d'intercaler
et d'arrêter dans des étapes qui étaient justement intercalées par rapport au principal, ce qui me permettait d'arriver dans des villages complètement paumés et puis dormir dans une mairie ou dormir dans ce qu'il y avait, quoi. Et c'est là où ça devenait plus intéressant.